Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Covid-19, les unités spéciales mises en place pour le prélèvement des échantillons Covid-19 dans les 5 polycliniques de la capitale. Et dans l'actualité internationale, le chef de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à l'élimination des armes nucléaires. Bonjour à tous. Suite à la recrudescence des cas de Covid dans le pays, le ministère de la Santé a tenu aujourd'hui un point de presse dont voici la teneur. La Covid-19 refait surface avec une intensité rare depuis avril 2021. Il s'agit probablement des variants du virus que l'on a connus au début de la pandémie. Le virus actuel est plus contaminant, par conséquent entraîne des personnes hospitalisées, plus de personnes hospitalisées, surtout chez les personnes non vaccinées. Au cours de ces derniers jours, nous avons relevé 4 décès de plus parmi les malades hospitalisés en réanimation. Il s'agit de personnes non vaccinées. En ce lundi du 27 septembre 2021, la situation épidémiologique de la COVID-19 est de 59 patients déclarés guéris. Il y a eu donc 752 personnes testées et 90 personnes positives, soit un taux de positivité de 13,03%. Il s'agit d'un taux très élevé. Le ministère de la Santé exhorte donc la population à plus d'engagement pour combattre la pandémie Covid-19, notamment en se mobilisant pour la vaccination, en plus des mesures barrières. En effet, le nombre de personnes vaccinées est de 42 128 depuis mars 2021, c'est-à-dire depuis le début du lancement de la vaccination. Ce chiffre représente moins de 10% de la population éligible pour la vaccination. Or, la vaccination est l'un des moyens les plus efficaces pour nous protéger et protéger notre famille. Nous réitérons que la pandémie de Covid-19 se présente comme une fièvre, une toux, mal de gorge, perte d'odorat et de goût. Si vous avez ces symptômes, n'hésitez pas à contacter 15-27 et prendre des mesures barrières. Nous demandons donc à la population de se faire vacciner, massivement. C'est la seule façon de protéger la population contre cette maladie grave qui entraîne aussi des conséquences sociales importantes. Enfin, le bilan global de la situation de la pandémie Covid-19 depuis le début, c'est-à-dire depuis 2020, est de 219 290 personnes testées, 12 507 personnes ont été diagnostiquées positives et 11 997 cas ont été déclarés guéris. Au total, nous avons 166 décès dus à la COVID-19. Restons donc vigilants, protégez-vous et protégez les autres. Vaccinons-nous tous. Savoir que la mise à l'échelle du dépistage de la Covid-19 pour toute la population djiboutienne est l'une des priorités du ministère de la Santé dans sa stratégie de riposte à la pandémie de la Covid-19. Désormais, les non-voyageurs peuvent se dépister dans les 5 polycliniques de la capitale. Des unités donc spécialement mises en place pour le prélèvement des échantillons Covid-19 sont opérationnelles dans les structures suivantes: Polyclinique Farhad, Polyclinique Hamad Maki à Engela, Polyclinique Dr Gouled de PK12, Polyclinique de Hayablé et
Iftine de Warabali. Les personnes dépistées peuvent retirer leur certificat de négativité dans les 24 heures après les analyses PCR. Vu le nombre de cas élevés depuis presque 2 semaines successives, il est primordial de mettre à l'échelle les opérations de dépistage et d'approcher la vaccination qui reste la seule réponse sûre pour lutter contre la propagation du virus. Il est porté donc à la connaissance de la population que les unités Covid-19 de nos polycliniques accueilleront les non-voyageurs tous les jours ouvrables de 8h à 11h30. Le personnel soignant du ministère de la Santé reste mobilisé pour offrir un service de dépistage de qualité à toute personne désirant connaître son statut. La lutte contre la pandémie de la Covid-19 est une priorité collective. L'Office national du tourisme de Djibouti, en collaboration avec l'armée française, les FFDJ, a lancé donc hier, dimanche, une journée porte ouverte dédiée au premier salon du tourisme au sein de la base des FFDJ. Ce salon a été donc inauguré par le général de division aérienne Stéphane Dupont, commandant les forces françaises stationnées à Djibouti, et le haut responsable du ministère du Commerce et Tourisme, Ali Daoud, secrétaire général, et Ousmane Abdi, directeur général de l'Office national du tourisme, et a vu la participation des opérateurs touristiques djiboutiens. L'objectif de cet événement étant de faire connaître les produits et services touristiques disponibles dans notre pays aux familles des militaires et expatriés français. Ce salon a permis aux visiteurs de découvrir les atouts touristiques de notre pays qui possède des sites touristiques maritimes comme le Sable Blanc, Godoria, les îles Siane, des curiosités géologiques au lac Assal et au lac Abbé, des sites touristiques en altitude dans le secteur de Randa, à l'instar du Daï, Bankwale, d'Itilou, mais aussi à Moussa Ali. Plusieurs autres sites touristiques sont aussi éparpillés dans le nord, à Mobla, et dans les régions du sud du pays. Ce premier partenariat entre les FFDJ et l'Office national du tourisme djiboutien, parce que comme je dis en plaisantant, les FFDJ c'est 2500 clients potentiels, plus exactement, sans voir que l'aspect financier. C'est plutôt 2500 Français qui sont curieux de découvrir votre pays, et votre pays, ben, on le sait, hein, il est magique, il a une position magique, c'est un pays minéral, il y a plein de choses à découvrir. Et autant le découvrir en passant par ce que j'appelle le système étatique djiboutien. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est les premiers différents stands qui sont une petite panoplie. Moi, je suis très 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 content de l'avoir fait. Et puis, il faut qu'on continue parce qu'encore une fois, c'est l'ancrage extra-professionnel. On a d'excellentes relations militaires, mais ça c'est le métier du militaire. Et puis après, le militaire et sa famille, ils deviennent habitants de Djibouti et ils découvrent le pays. Voilà, donc merci aussi d'avoir accepté de vous associer, parce qu'encore une fois, c'est un partenariat France-Djibouti, FFDJ, ONTD. Et à présent, je vous propose de suivre l'intervention du secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, c'est une première, pour moi en tout cas, de prendre part à cette porte ouverte. C'est une activité ou des initiatives qui ne font qu'enrichir la connaissance déjà importante que les FFDJ ont de nos paysages. Leur quotidien et leur séjour à Djibouti se confondent, nous le savons, avec les populations locales, mais également avec le paysage. C'est ce qui permet également, au niveau de la promotion de notre destination Djibouti, un apport non négligeable, sans parler, comme vous le dites également, des aspects juste financiers. Et j'espère vraiment du fond de mon cœur que l'ONTD et le partenariat que l'ONTD entretient avec la FFDJ ira en grandissant, et je souhaite que ce genre d'initiative se répète le plus fréquemment possible. Et je vous remercie encore une fois pour votre accueil, et
et votre accompagnement et votre soutien au secteur du tourisme, au secteur de l'artisanat et à toute cette communauté qui vit justement au quotidien de ce secteur-là. Ça leur donne une visibilité, ça leur donne une reconnaissance et c'est ce qui est réellement souhaité par notre département en particulier et celui du gouvernement en général, puisque ces petits métiers, il s'agit de les valoriser, il s'agit de leur donner une vitrine. Et rien que pour ça, je vous remercie encore une fois. Merci beaucoup. En nouvelle du pays, toujours, dans le cadre de l'évaluation de l'accès aux technologies d'assistance au sein des personnes à besoins spéciaux, l'Agence nationale des personnes handicapées a organisé aujourd'hui au Palais du Peuple la première réunion du comité de pilotage de l'enquête rapide accès technologies assistance, son acronyme RATA. Les technologies d'assistance favorisent une meilleure santé, un meilleur bien-être, une participation équitable à la vie dans la société. Les personnes vivantes avec des maladies chroniques et les personnes avec un âge donc assez avancé ont également besoin des technologies d'assistance, les aides auditives, les fauteuils roulants, les technologies d'aide à la communication et les aides à la mémoire sont tous des exemples d'aides techniques qui font partie de l'écosystème des technologies d'assistance. À Djibouti, le ministère de la Santé, l'Agence nationale des personnes handicapées et l'Institut de la statistique de Djibouti sont les institutions centrales donc, qui vont mener ce projet d'enquête. Un projet qui tombe à point nommé en cette période où les luttes du gouvernement djiboutien reste sans relâche face à la pandémie du Covid-19 pour protéger sa population. Il est important de rappeler qu'une lutte se doit être inclusive. Ça veut dire intégrer toutes les couches de la société ayant chacune d'elles des spécificités et des besoins bien particuliers pour vivre décemment. Faire partie intégrante de la société et y contribuer comme tout un chacun. C'est grâce à cette réflexion axée sur l'inclusion sociale obligatoire et nécessaire que nous créerons demain une société plus forte, riche en diversité et consciente des besoins primaires de chacun de ses citoyens. Dans le monde, encore très peu de personnes ont accès à la technologie d'assistance, malgré les besoins grandissant. À l'échelle mondiale, l'OMS a été mandatée de publier un rapport sur la base d'une étude sur le terrain, de fournir un rapport technique aux États membres pour le développement de politiques nationales sur l'assistance technique, d'où notre soutien aujourd'hui pour appuyer le gouvernement dans la récolte des données auprès des ménages grâce à une partenaire de qualité, à savoir l'INSTAD, qui a l'expertise du terrain et le maîtrise de telles enquêtes faites à l'échelle nationale. Dans l'actualité également, l'ambassadeur de Djibouti au Caire, Ahmed Ali Barré, et le représentant permanent auprès de la Ligue arabe ont eu un entretien avec le directeur du Fonds arabe pour l'assistance technique pour les pays africains ou Ligue des États arabes, Hassan Rabhi. Lors de l'entretien, les deux parties ont signé un mémorandum d'entente portant sur la promotion des relations de coopération entre les deux établissements, entre le Fonds arabe pour l'assistance technique pour les pays africains et l'Institut des études diplomatiques du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale de Djibouti, représenté par l'ambassadeur Ahmed Ali Barré. Suite à la prise de commandement de nouveaux chefs de corps des régiments de l'intérieur, le général de corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a procédé à une inspection générale de l'ensemble des personnels, matériels et équipements en dotation dans chaque régiment. La région d'Ali Sabié, où est implanté le bataillon interarmes d'Ali Sabié, le BIAS, avec à sa tête le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, nouveau chef de corps de ce bataillon, a ouvert le bal donc aujourd'hui. L'objectif de cette inspection consistait donc à faire le point de situation du potentiel humain et matériel.
Mais cette inspection permet aussi d'avoir un aperçu des différentes installations du corps. Dans son déplacement, le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accompagné du colonel Ibrahim Elmi Qaib, chef d'état-major de la gendarmerie nationale par intérim, et du colonel Abdurrahman Ali Kahin, directeur général de la police nationale par intérim. À la descente de l'hélicoptère, le général a été accueilli par le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali, nouveau chef de corps du bataillon Bias, en présence du colonel-major Mohamed Qayad Guelleh, sous-chef d'état-major de la défense, et du colonel Wagdi Jama' Moussa, chef de protocole des forces armées djiboutiennes. Après les salutations d'usage, le général a entrepris la revue des troupes composées des militaires du Bias et d'une délégation restreinte des officiers supérieurs de l'état-major général des forces armées djiboutiennes. Et dans son discours prononcé à cette occasion, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a indiqué qu'en qualité de nouveau chef de corps de l'armée Bias, le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali demeure le premier responsable de l'ensemble des troupes, de leur matériel, équipement et infrastructures. À ce titre, il lui appartient de veiller rigoureusement à la préservation et à l'entretien périodique des matériels et équipements. Écoutons à présent les propos du général. Aujourd'hui, lundi 27 septembre 2021, nous nous retrouvons à nouveau au bataillon entre armes d'Arisebié pour une inspection générale de l'ensemble des personnels, matériels, équipements de ce bataillon. L'objectif de l'inspection aujourd'hui consiste à faire un point de situation du potentiel humain et matériel, mais aussi des différentes installations du corps. Nommé par décret présidentiel le 1er septembre 2021, commandant des bataillons entre armes d'Ali-Sébié, lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali. Vous avez pris officiellement le commandement des pièces le mardi 15 septembre 2021. À ce titre, vous êtes désormais le premier responsable de l'ensemble de vos troupes, de leur matériel, équipement et infrastructures. Il vous appartient de veiller rigoureusement à la préservation et à l'entretien périodique de vos matériels et équipements. Par ailleurs, vous devez organiser les dispositifs de vos unités et mener des opérations de reconnaissance et de ratissage dans toute votre région. Étant donné que la responsabilité de la défense et de la sécurité, mais aussi de la souveraineté de notre pays incombe aux forces armées djiboutiennes, nous devons prendre avec sérieux et fermeté toutes les mesures qui s'imposent afin de neutraliser toute action malveillante sur l'ensemble de notre territoire. Aussi, sachez que l'année 2022 sera l'objet de changements importants dans le domaine militaire, sécuritaire et administratif. À ce titre, une nouvelle doctrine militaire sera mise en place et c'est dans le but de renforcer l'outil de défense de notre pays. Je vous rappelle qu'en tant que chef de corps de pièces, le commandant de la place d'armes d'Ali-Sébié, vous êtes responsable de toutes les forces de défense et de sécurité de la région et tous administrativement sous l'autorité du préfet d'Ali-Sébié. Enfin, je compte sur vous pour faire preuve de sérieux dans votre travail et d'être à la hauteur de vos responsabilités. Et surtout, maintenir les bonnes relations qui existent entre votre bataillon et l'ensemble de la population d'Ali-Sébié.
Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière d'Al-As. Nous retrouverons la suite de notre journal. Nous étions à Ali Sabié et au terme de son intervention, le chef d'état-major général des armées, le général Zakaria, a assisté à une brève présentation des moyens en dotation de l'armée BIAS. Ensuite, le général a procédé à l'inspection des moyens de mobilité détenus par ce bataillon d'Ali Sabié. Au terme de la cérémonie, le général Zakaria Cheikh Ibrahim a assisté à un défilé à pied des troupes du bataillon d'Ali Sabié avec à leur tête le nouveau chef de corps, le lieutenant-colonel Omar Mohamed Ali. La cérémonie s'est clôturée par un rafraîchissement et par la traditionnelle photo de famille. ilaa dhalashadaadii sida awrka dhaankan dhabarka aan ka raranahay dhexda suunka kama furo dhimashana ma diideya suunka kama furo dhimashana ma diideya En nouvelle nationale toujours, l'AJCD, l'association des jeunes du château d'eau d'Ali Sabié, a organisé hier donc au siège du conseil régional une cérémonie officielle donc en présence des responsables de la région de parrainage des frais de manuels scolaires et d'accès au profit d'une cinquantaine d'élèves orphelins issus des familles les plus vulnérables de la ville de Assa Diog. En participant à cette réception, le préfet de la région, le vice-président du conseil régional, le proviseur du lycée et la principale du collège ainsi que les parents d'élèves. Ce projet d'action sociale a été financé par des bienfaiteurs djiboutiens et de la diaspora Assa Diog, a contribué donc énormément. Rappelons que c'est la deuxième année consécutive que l'AJCD organise ce genre d'action de parrainage. À la fin de la cérémonie, des chèques ont été remis par le président de l'AJCD aux responsables de différents établissements concernés. Le président de l'AJCD a remercié les invités ainsi que les autorités qui ont honoré de leur présence la cérémonie. Il a expliqué que l'association s'est engagée à aider les familles dans le besoin en cette période de rentrée scolaire où les dépenses sont énormes. Une équipe de la commune de Balbala, conduite par son président Idriss Bachir, a mené une campagne de sensibilisation de porte à porte, une campagne en collaboration avec l'OVD, l'ONEAD et la mairie de la ville. Tous ont indiqué une tolérance donc à zéro face au fléau de l'insalubrité. Ces opérations sont le prélude à une vaste opération de nettoyage de la ville inscrite au programme. Ainsi donc, les habitants des différentes communes sont conviés désormais à veiller à la protection de leur environnement immédiat en matière de salubrité et d'hygiène. Les contrevenants à ces nouvelles dispositions feront l'objet d'amendes sévères. Et là, nous passons à ce qui fait la une de l'actualité internationale. C'était dans les titres de cette édition. Le chef des Nations Unies appelle donc à l'élimination des armes nucléaires. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est exprimé hier à l'occasion de la journée internationale de l'élimination totale des armes nucléaires, déclarant que ces dernières doivent être éliminées du monde et qu'une nouvelle ère de dialogue, de confiance et de paix doit commencer. La lutte contre la menace des armes nucléaires est au cœur du travail des Nations Unies depuis leur création, a affirmé le chef
chef de l'ONU. En 1946, la toute première résolution de l'Assemblée générale visait à éliminer les armements nationaux, les armes atomiques et tous les autres armements majeurs adaptables à la destruction massive, a noté le secrétaire général. Ce dernier a souligné que bien que le nombre total d'armes nucléaires ait diminué depuis des décennies, quelques 14 000 sont stockées dans le monde, qui est confronté au niveau le plus élevé de risque nucléaire depuis près de 4 décennies. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, le programme continue sur Télé Djibouti.